la thématique que je vais aborder, c'est la notion de vivre ensemble, donc une thématique un peu globale. En réalité, je me rends compte après toutes les interventions de mes confrères et des personnes de la profession qui ont parlé ce matin aussi, qu'on partage tous les mêmes thèmes finalement et qu'on dit à peu près tous la même chose. Donc j'essaierai d'être bref sur les constats et d'aller rapidement aux exemples que je vais vous présenter. Euh, mais c'est l'idée de travailler sur le rapport au collectif. Voilà, donc je vous présentais des logements à Champy, 87 logements à Champy, et des logements à Massy, construits par l'atelier Christian Ovette et Pierre Champenois, son associé de l'époque. Voilà. Donc voilà une petite image, parce que vous connaissez le mouton Shrek, là, il s'est échappé de son troupeau et il n'a pas été tondu pendant 6 ans. Voilà. Il était bien embêté, le pauvre. C'est en Nouvelle-Zélande, ça a fait la chronique, on a vu ça sur Internet partout. C'est un peu l'état de notre réglementation qui a enflé depuis 40 ans et qui n'a jamais été tondue finalement. Voilà, on empile les textes. Bon, voilà, ma petite contribution au ras-le-bol de la surréglementation dans notre pays. Faible, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, cette surréglementation a sanctuarisé le logement et malheureusement, les architectes sont sortis du logement parce qu'on ne peut quasiment plus y toucher, si ce n'est à rationaliser les circulations pour éviter que le séjour ne devienne plus petit que la chambre PMR et à faire en sorte que bah, d'offrir un minimum d'habitabilité pour les futurs occupants. Donc c'est service minimum et finalement le travail qu'on peut faire en termes d'innovation et de proposition, bah, il est sorti des logements, il est dans les espaces intermédiaires, à la fois les parties communes et puis les espaces extérieurs privatifs. Voilà, c'est ce que je vous présenterai dans les prochains. Et puis deuxième grand constat ou thématique, c'est l'urgence environnementale qui, selon moi, enfin voilà, je trouve que toute la réflexion qui est menée aujourd'hui est toujours décrite en termes de restrictions, de diminution, d'économie, c'est toujours en termes négatifs, alors que elle devrait s'accompagner plutôt d'un projet sociétal positif qui inclut les gens parce que on ne pourra pas faire cette transition énergétique ou ce développement durable sans les gens. On l'a vu dans les exemples là, des gens à qui on donne un logement énergie positive et puis qui explosent les consommations à la fin de l'année parce qu'on leur a donné un outil formidable, mais qu'on l'a fait sans eux, quoi. Voilà. Après avoir largement profité des plaisirs individuels, retrouver le bonheur du collectif. Voilà un thème qui m'est cher. Donc ce premier projet des logements promotion privée, je tiens à le préciser, à côté de Rennes, à Champy. Donc c'est un projet voilà, qui se situe dans une ZAC, hein, assez standard. Et comme vous pouvez le voir, une ZAC qui est quand même, c'est à la campagne, quoi. Donc on est à la campagne, on est près des champs. Et une ZAC horriblement peu dense, voilà. Donc un mitage complet. Donc non, ce qu'on a essayé de travailler, on a essayé de travailler sur l'urbanité un peu, essayer de redensifier, de créer de l'urbain en faisant un plan de masse assez compact et assez dense, et en tenant les limites de notre terrain. Donc on a extrudé la parcelle, et du coup on a un peu inversé le paradigme de ces bâtiments sur ces actes qui on se concentre pour être économique et compact, libère un sol important, mais sans rien en faire, puisque évidemment il n'y a plus d'argent pour occuper le terrain. La commune c'était en 2008, en 2005 le concours, et la commune nous a dit, c'était nouveau, toutes les communes voulaient avoir leur écoquartier, puis l'écoquartier c'est venu un peu plus tard, mais en tout cas leur bâtiment exemplaire énergétiquement. Voilà, on savait pas trop ce que c'était encore, mais tout le monde en voulait, quoi. Donc la commune avait lancé un concours, promoteur architecte,
en disant il faut que vous soyez exemplaires, quoi. Et à l'époque, nous, on avait pris ça au pied de la lettre, et on s'est dit, bon, on va revisiter l'utopie fourriériste du familistère de Guise. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dans l'est de la France, la cour couverte avec des logements traversants. Et donc, c'est ce qu'on a proposé. Et on a gagné le concours. Donc on retrouve un peu les thématiques, là, le tunnel, on parlait Tania Conco et Jean Bocabeille, du logement tenu là, dans une rationalité constructive économique qui permet, dans une épaisseur de 12 mètres là, cette fois-ci, qui permet de réaliser tout ce linéaire de façade et de payer toutes ces coursives et cette serre. Parce qu'on est évidemment, comme vous l'avez vu, dans une ZAC assez éloignée, donc avec des coûts de construction en promotion privée très, très tenus. Et donc avec cette idée avec cette idée du vivre ensemble aussi, et que finalement, comme on ne peut plus vraiment innover, même si là, j'ai l'impression qu'on a réussi à faire des logements corrects, eh bien on doit proposer le projet qu'on propose, finalement, il est là, le projet d'innovation. Voilà, on développe une couronne de logements sur R+2 et puis R+3, pardon, et puis en attique on pose des maisons sur le toit qui sont, enfin, on occupe la toiture. Et on y pose des logements. Donc on a travaillé pour ce projet sur une typologie, enfin un appartement type qui est le type 3, dans une trame de 6 mètres par 12, donc à peu près la jauge du promoteur, hein, ce qui peut vendre 65 mètres carrés. Et puis on a défini, ça c'était au stade du concours, dans ce modèle, donc avec un balcon filant sur le domaine public, et puis sur l'intérieur un balcon privatif et une coursive de distribution, sur 6 modèles différents avec les mêmes avec 2 gaines. Voilà, on pouvait faire 6 modèles. Le promoteur en a choisi un pour le commercialiser, parce qu'il trouvait que c'était plus simple. Par chance, il a choisi le meilleur. Enfin, le meilleur, celui qu'on préférait en tout cas. Celui-là. Donc avec, alors quand même là, alors je tiens à préciser, je ne veux pas rajouter une couche sur la réglementation PMR, mais aujourd'hui on ne pourrait plus dessiner ce logement, on ne pourrait plus le construire. Et c'est un projet permis de construire en 2006, et donc on était sur l'ancienne réglementation PMR qui était plus souple. Et donc le projet, enfin la particularité et disons l'innovation dans ce projet, c'est de faire des logements traversants, que des logements traversants, avec quand même la spécificité de faire un séjour traversant. C'est pas seulement le logement qui est traversant, c'est le séjour. Et du coup, le séjour bénéficie de la double orientation et évidemment du brassage de l'air. Donc voilà le projet en maquette, et voilà le projet construit. Donc on va faire un petit tour du projet. Donc on voit cet habillage extérieur là, de balcon filant. Ici sur cette vue, on aperçoit donc l'entrée du bâtiment qui offre au public et à la ville un petit peu, enfin, qui offre au moins un petit peu de ce bonheur collectif partagé par 87 familles, qui l'offre à la vue des passants, puisqu'évidemment tout ça est digicodé et verrouillé et tout ça. Mais l'idée c'était de l'offrir quand même à la perspective, à la vue de la cité, et puis aussi inversement de donner une échappée visuelle à l'intérieur de cet îlot fermé. Donc on voit cette image finalement assez proche des années 60, hein. Le balcon filant, on n'a rien inventé de mieux pour offrir un espace extérieur généreux. Voilà un balcon type. Avec avant l'heure, on n'était pas obligé de le faire, mais on le voit ici, le seuil filant intérieur-extérieur qui a été imposé quelques temps plus tard par l'accessibilité PMR, mais qui pour nous là dans ce projet
était un confort d'usage, puisque les balcons sont désolidarisés des façades. Donc on est dans ce projet sur une consommation, enfin, je veux dire, on a vraiment pris au pied de la lettre les exigences, enfin les souhaits de la mairie, et on a atteint 44 kWh de consommation d'énergie primaire par mètre carré, alors que la réglementation nous en a posé, enfin le BBC était à 60, je crois, pour cette région-là. Donc voilà la façade nord. Évidemment, en façade nord, on ne met pas de balcon filant avec l'entrée. Donc on a une double entrée dans cette serre, et cette double entrée sert évidemment d'amener d'air à la ventilation naturelle de la serre, au renouvellement d'air. On s'approche petit à petit. Donc c'est ces ventelles que vous voyez là qui permettent de réguler les amenées d'air. Et donc voilà l'espace intérieur végétalisé, avec un jardin, avec un travail de David Besson, paysagiste, là, qui a dessiné ce jardin en strates. Et donc l'idée que finalement la vie des habitants d'un collectif peut se passer, enfin doit, et là donc c'est la preuve que c'est possible, les coursives, ça marche. Les gens sont assez contents aujourd'hui, et voilà que tout un tas d'usages peut se dérouler dans ces espaces intermédiaires. Donc on a placé des bancs sur les larges paliers, là, les larges paliers d'ascenseur. On a des bancs, on aperçoit la banquette là en bas à droite. Voilà. Donc, alors juste quand même pour le dire, on a mis 2 ans à faire enfin, en réalité, il y a eu 3 ans de gestation du projet avant de pouvoir le construire, commencer à le construire. Et il y a eu notamment, enfin, en particulier 2 ans de bataille réglementaire et juridique, puisque ce bâtiment, en fait, on n'a pas le droit de le construire en France. Voilà, c'est interdit par la réglementation. Mais en réalité, on l'a quand même construit parce que tout petit, écrit dans les interlignes du code de la construction et de l'habitation, il est dit qu'on peut déroger à certains articles. Mais pour trouver la personne qui est au courant que c'est écrit dans le texte, j'ai mis à peu près 3 mois pour trouver le bon interlocuteur, et donc 1 an et demi pour finaliser, le dossier de demande de dérogation et avoir cette validation qui nous a permis de le construire. Elle portait sur quoi, la dérogation? Il y a 3 dérogations en réalité. On déroge à la sécurité incendie, parce que évidemment, quand on est dans un espace fermé comme ça, eh ben, c'est comme si on était dans un couloir d'1,20 m en béton. Donc en sécurité incendie, enfin voilà, le code il date de 1986. C'est pas si vieux que ça d'ailleurs, mais bon, à l'époque on s'est pas dit, enfin voilà, c'est pas prévu, donc on sait pas, donc on va à l'exemple pire. En acoustique, c'est pareil, on considère que c'est un couloir de 1,20 m entre 2 murs de béton, donc l'isolement acoustique entre cet espace-là et le logement, il doit être assuré par un mur en béton et rien d'autre. Et puis enfin, sécurité en termes de réglementation sanitaire, puisque aussi, pareil, on n'a pas le droit d'ouvrir un logement sur un espace fermé. Donc ce qu'on fait classiquement et quotidiennement dans la maison individuelle, la véranda, c'est ni plus ni moins qu'une véranda à l'échelle d'un bâtiment collectif. Eh bien, voilà, ça n'a pas été pensé, prévu par la réglementation. Et ça, évidemment, c'est un projet un peu exceptionnel, parce qu'on n'a pas toujours le temps de passer 3 ans d'études, on n'est pas toujours avec un promoteur qui lâche pas l'affaire et qui vous dit bon bah, on enlève la verrière et puis on n'en parle plus. C'est assez, voilà, il y a des fenêtres de tir un peu rares comme ça. On est tombé sur le bon, j'en parlais à Jean Bocavé, sur le bon capitaine de pompiers qui a bien voulu nous recevoir, parce qu'en logement, il voit jamais, enfin normalement il consulte pas, etc. Bon, c'est tout un concours un travail opiniâtre
et, et volontariste. Et puis un concours de circonstances aussi, voilà, qui ont permis la réalisation de ce projet. Mais au final, on est très content de l'avoir construit. Et on espère que ça fera des petits, et notamment que ça permettra de faire évoluer la réglementation. Alors les discussions qu'on a eues avec les services de l'État, évidemment, on se rend compte, pour parler un peu de réglementation, parce que quand même c'est une des thématiques récurrentes, on se rend compte que finalement ils sont assez peu réceptifs finalement à ça, et que de toute façon régulièrement les gens changent d'administration et qu'il n'y a pas vraiment de suivi dans la longueur sur ces trucs. Je précise quand même que le projet s'est fait avec la réalisation, avec l'intermédiaire du PUCA, le plan urbanisme construction architecture, qui nous a aidés auprès des services de l'État pour mener ces demandes de dérogation. Donc je passe un petit peu rapidement, mais donc l'ambition énergétique était assez importante sur ce projet, et cette serre finalement sert de tampon climatique. On le comprend très bien dans la véranda, hein, donc en hiver c'est assez simple, on essaye de fermer au maximum, d'isoler, même s'il faut renouveler l'air de la serre, et ça fait un tampon thermique assez formidable. Donc toutes les façades du coup agissent comme des accumulateurs d'énergie. C'est pour ça que l'isolation intérieure de la serre est à l'intérieur des logements. À l'inverse, sur la façade extérieure, l'isolation est à l'extérieur. Et en été, en revanche, on essaie de se protéger des apports thermiques. Et en même temps, on bénéficie, grâce à la stratification thermique, c'est-à-dire il y a une élévation de température dans la serre qui fait qu'il y a un courant d'air permanent qui se crée, et qui crée un courant d'air permanent, donc une sensation de confort meilleure qu'à l'extérieur, où le jour où il n'y a pas de vent, on a juste la chaleur pure et nette, sans compter l'apport de la végétation qui évidemment contribue énormément à l'ambiance climatique, puisque les arbres dégagent de la vapeur d'eau, donc processus adiabatique, élévation de, voilà, on augmente l'eau dans l'air, donc il y a une diminution de la température. Et puis évidemment, les arbres portent ombre et ils consomment de l'énergie par la photosynthèse. Je vous passe tous les détails parce qu'il y en a, je pourrais y passer une heure. Mais disons que c'est un concept climatique, disons une machine climatique assez redoutable et en même temps passive. C'était l'idée, c'était l'objet de ne pas alourdir les charges non plus. C'est-à-dire que on a évidemment des ventelles motorisées qui régulent tout ça, avec un automate à l'aide de sondes de température, de CO2, de vent, de pluie, etc., d'ensoleillement, gère l'ouverture et la fermeture de cet espace. Mais disons que les consommations d'énergie de ces automatismes sont très légers finalement, comparé aux gains. Et donc voilà ce que tu disais tout à l'heure, là, ces petits balcons. Tiens, un écueil il faut désolidariser les coursives du balcon pour des raisons acoustiques, puisqu'on doit une désolidarisation des parties communes vis-à-vis du logement. Donc les balcons sont privatifs, sont des petites entrées individuelles, et ce qui donne un espace tampon comme ça entre le logement privatif et puis donc le long de ces coursives, on a développé donc des écrans acoustiques qui sont en même temps des volets coulissants, et qui permettent de se protéger des vues et évidemment de la lumière. Donc voilà le fameux logement séjour traversant. Malheureusement, j'ai pas le contre-champ où on voit la cuisine et le côté serre. Et puis donc sur le dernier niveau et les attiques, on a aménagé des duplex inversés, c'est-à-dire que les chambres sont au niveau bas et le séjour cuisine est au niveau haut sur le toit, et avec un double accès, un accès par le haut et par l'intérieur de la serre, donc avec des maisons qui sont assez confortables et toutes autonomes, indépendantes sur le toit. Il y a un élément de ce vivre ensemble sur lequel on s'est un peu battu avec le promoteur, là pour le coup, on a créé une sorte de chemin de ronde
sur le toit, là, autour de la verrière, qui permet de se promener. Et évidemment, il y a un moment donné, il était question, enfin, s'est posé la question de la porte d'accès à ce chemin de ronde. S'est posé la question de mettre un pass, un vigic, quoi, un truc, pour interdire l'accès à ceux qui n'avaient pas de duplex, quoi. Donc c'est une petite bataille pour leur dire non, 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 ça fait partie du projet que tout le monde de la copropriété peut venir se promener là, aller voir le coucher de soleil et profiter de cet espace collectif. Et combat gagné. Alors là, bon, petite lubie de l'architecte, les séparatifs qui sont un peu light, qui ont surpris quelques acquéreurs, mais donc, voilà, liberté d'appropriation de l'espace, et en même temps toujours cette idée de partage et d'échange, voilà, de créer un village, un petit hameau sur le toit où les usages sont possibles. Ou en tout cas, il est rendu possible, parce que la coercition de l'espace bâti n'a pas été démontrée encore, mais la mise en place de possibles est de notre responsabilité. On peut créer ces possibles. S'il n'y a pas les conditions minimum pour qu'elles se réalisent, elles ne pourront jamais se réaliser, bien entendu. Et puis, je termine dans le parking, puisque c'est un peu le le cheval de bataille, hein. C'est un peu et c'est là où je montre le prix de ce bâtiment, c'est le coût de construction, évidemment, hein. Et parce que le coût de construction, il est là finalement. Il est un PLU relativement intelligent, qui a diminué le nombre de places de stationnement enterrées. On était à 1,2 par appartement au lieu des 1,8 voire 2 habituels. Donc on a pu ne construire qu'un seul niveau de parking. Et puis, par chance, on a réussi à mettre toutes les places exactement dans les limites de la parcelle, sans un centimètre carré perdu. Et en rationalisant la structure, on a réussi à faire quelque chose d'assez économique. Voilà. Je voudrais enchaîner juste rapidement sur la présentation d'un deuxième projet. Rapidement. Alors, c'est un deuxième. Je vous disais, il y a deux. Enfin voilà, on est sorti du logement. Il y a les parties communes et il y a aussi les parties privatives. Je vais présenter très rapidement un autre projet. J'ai le temps ou pas? Si j'ai pas le temps, j'arrête. Non, mais Je reviens. Rapidement. Projet à Massy, qui était parce qu'une fois qu'on a construit Champy, on se dit putain merde, comment on va faire un nouveau projet maintenant? Bien, et donc voilà, c'était donc une réflexion là sur une sorte de redistribution des bonheurs d'habiter dans une ZAC parisienne, enfin enfin couronne parisienne, où, où généralement, bon, je la fais très vite, mais en général, c'est l'inverse qu'on fait dans les ZAC. On fait un socle avec des logements pas terribles, à rez-de-chaussée, sans balcon, sans rien, entre la rampe de parking et l'accès du hall. On fait 6 étages courants, voilà, qui sont pas mal. Et puis sur le toit, on met des attiques luxueux, ce qu'on a fait à Champy, voilà. Et là, on a décidé d'inverser le paradigme et de redistribuer un peu les bonheurs d'habiter à tous les étages, évidemment en se concentrant sur les espaces extérieurs, donc avec des balcons filants dans la partie basse, et en mettant tous les matériaux nobles et riches, on va dire, toutes les richesses du projet dans le socle du projet et non pas dans le haut. Un grand belvédère qui profite un peu à tout le monde finalement, parce que ça ouvre, en morcelant les bâtiments en étage, on arrive à ouvrir la lumière, enfin le soleil, l'air, etc. pour les étages du bas. Et puis on offre un spectacle à la fois à la rue voilà, et puis en partie haute des loggias plein ciel. Et donc c'était cette thématique, j'avance vite. Alors là, pour le coup, les logements sont un peu standards. C'est les logements, on essaye de bien les dessiner malgré tout et de les rendre fonctionnels, mais c'est marrant parce que pour ce projet, on a fait plein de propositions aux promoteurs qui étaient vachement intéressés. Puis à chaque fois, à la fin, on a fait des coursives extérieures, on les a tous, enfin, on a tout essayé. Et puis ça butait à chaque fois. Donc on a fini par changer de notre fusil d'épaule et travailler sur cette thématique des espaces extérieurs, en traitant ces trois strates là, pour essayer d'offrir quand même malgré tout quelque chose de généreux et de vivable, et de vivable collectivement, quelque chose qu'on pouvait partager collectif, comme un projet collectif. On se sent appartenir
d'un ensemble, quand il y a voilà, quand il y a des hiérarchies qui se créent, quand il y a et surtout quand la répartition des bonheurs est équitable. Et qu'on ne se dise pas en permanence, oh mince, j'aurais dû acheter le duplex du haut. Et donc voilà les terrasses du socle, là, donc très riches avec du béton préfa, du bois massif, bardage un peu riche aussi. Et puis donc là, c'était l'hiver, la terrasse n'est pas plantée, mais donc le grand deck intermédiaire qui rompt un peu l'échelle assez lourde, parce que c'est une ZAC très très dense, avec des grandes jardinières. On a fait poser des pots là, énormes pour planter largement cette jardinière et que ça profite à tout le monde à la fin. Et puis enfin, dans la strate haute, donc les logements, vous remarquerez qu'il y a également une logique dans les matériaux utilisés. Les fenêtres ne sont pas les mêmes dans le socle. On est en bois alu, dans les attiques, on est en PVC pour équilibrer l'économie du projet. Et ça va, l'idée va jusqu'au bout. Et ça se finit toujours dans les parkings. Là, on est à 1600 euros du mètre carré, qui est, voilà, pour cette localité-là, est un coût, normal. Point final. Dommage à Georges Rousse. Merci Pierre Champenois.